Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour bien commencer cette année 2024, je voulais vous entretenir de quelques rappels fondamentaux relatifs au développement de l'ovocyte et des follicules. En effet, les étapes préalables à l'obtention d'une gestation ne seront pas aussi simples qu'il y paraît. Alors nous allons parler aujourd'hui de l'ovocyte, bien entendu, ovocyte dont le développement est intimement lié à celui des follicules. Et cet ovocyte finira dans un second temps par rencontrer des spermatozoïdes. Et ces spermatozoïdes, bien sûr, vont transformer cet ovocyte en ovule, ovule qui lui-même va se diviser pour donner un zygote. Eh bien, que vous le croyez ou non, tout ce processus de développement prend une centaine de jours. Voilà un résumé, un condensé effectivement de ce dont nous allons parler. Et pour étayer, je dirais, mes dires, j'ai fait appel à 4 publications dont voici les références. Ce sont des publications relativement récentes qui font le point sur les nouveautés relatives à ce double processus que sont l'ovogénèse et la folliculogenèse. Alors, par folliculogenèse, il faut entendre le développement d'un follicule primordial jusqu'au stade de follicule préovulatoire. Et ce processus prend une centaine de jours. Nous l'avons déjà dit, nous le rappelons. C'est un processus extrêmement long finalement. Et au cours de cette période, le diamètre du follicule est multiplié par 500. Il va passer d'un diamètre de 30 microns au stade de follicule primordial à 15 mm au stade du follicule préovulatoire. Les ovogonies se sont multipliées durant la phase fœtale de la gestation. Elles vont s'entourer d'une couche de cellules de la granuleuse et former le follicule primordial. À la naissance, le nombre des follicules primordiaux est d'environ 235 000 chez la vache. La majorité d'entre eux va régresser par le phénomène qu'on appelle d'apoptose. Apoptose. Il constitue la réserve folliculaire. Le follicule primordial va ensuite se transformer en follicule primaire, puis dans un second temps en follicule secondaire. Son diamètre, on le constate, augmente compte tenu du développement de l'ovocyte qu'il renferme. Une deuxième couche de cellules de la granuleuse apparaît tout comme les tecs, et ces follicules primordiaux, primaires et secondaires sont dits follicules préantraux. Au stade tertiaire, nous franchissons une étape supplémentaire, au stade tertiaire, on voit apparaître au sein des cellules de la granuleuse des poches de liquide qui vont progressivement converger quand le follicule va devenir dominant, puis bien entendu va, poursuivant sa croissance, va devenir un follicule préovulatoire. Ces follicules tertiaires, dominants et préovulatoires, sont dits antraux. Donc, on a bien donc deux types de populations, les follicules préantraux et les follicules antraux. Et pour la petite histoire, c'est la présence de ces poches liquidiennes qui rendent le follicule visible par échographie. De même, progressivement, on observe une différenciation des tecs en tecs internes et en tecs externes. L'interne, la couche interne de ce tec, la partie interne, la tec interne va assurer une synthèse hormonale, tandis que la couche, la tec externe va être impliquée dans l'ovulation. Et c'est ce phénomène de l'ovulation qui signe quelque part la fin de la croissance folliculaire. On notera quand même que les phases préantrales et antrales de la croissance folliculaire ont une durée respective de à la fois 55 et de 42 plus ou moins 4 jours. On y reviendra dans le cadre de la régulation hormonale. Voilà pour la folliculogenèse. Qu'en est-il maintenant de l'ovogénèse? Eh bien, par ovogénèse, il faut entendre le processus de développement qui aboutit
à la formation d'un gamète femelle, apte à donner par fécondation un zygote, et par la suite un embryon, puis un fœtus. Alors, au cours de sa division méiotique, pendant le stade fœtal, le noyau de l'ovocyte est bloqué en prophase sous l'influence de l'OMI, Oocyte Meiosis Inhibitor, synthétisé par les cellules de la granuleuse folliculaire. On parle à ce stade de vésicule germinale. On constate donc que ce diamètre est relativement réduit puisqu'il ne fait que 30 microns. Progressivement, le diamètre de l'ovocyte va augmenter. Et au stade de follicule tertiaire, il va être qualifié d'ovocyte 1, d'ovocyte primaire. Il est à ce stade-là doté d'un noyau renfermant un double jeu de chromosomes, d'un cytoplasme au sein duquel on va observer des granules cytoplasmiques, on va y revenir. Et bien entendu, entourant le tout, s'est développée une membrane pellucide. Cet ovocyte 1 ne subira que peu de changements de diamètre jusqu'à l'ovulation. Il va par contre témoigner dès les premiers stades du développement folliculaire de divers changements, tels qu'une multiplication de l'ADN et des transcripts qui vont contribuer à le rendre compétent. Cette notion de compétence est extrêmement importante. On parle de compétence méiotique et de compétence développementale. La compétence méiotique, la compétence méiotique se traduit par une reprise de la méiose suite à la libération cyclique de la LH. L'ovocyte 1, l'ovocyte primaire, se transforme à ce moment-là en ovocyte 2 et le premier globule polaire est expulsé dans l'espace périvitellin entre le cytoplasme et la pellucide. On observe également la migration des granules corticaux vers la périphérie de l'ovocyte, juste sous la membrane plasmique. Ces granules ont pour effet d'empêcher la pénétration de spermatozoïdes supplémentaires et dès lors de prévenir la polyspermie. Lors de la fécondation, rendue possible par la reconnaissance spécifique de l'ovocyte par le spermatozoïde, conséquence d'une maturation membranaire, on assiste à une reprise de la méiose et à l'expulsion d'un second globule polaire. L'ovocyte 2 se transforme en ovule. On ne peut bien entendu pas passer sous silence la compétence donc développementale qui va permettre à l'ovocyte d'assurer après la fécondation le développement des premiers stades de l'embryon, dont le zygote. Alors pourquoi ces rappels? Parce que en fait, on observe que cette acquisition de cette double compétence, tout à la fois développementale mais aussi méiotique, peut être altérée par une balance énergétique négative ou un stress thermique environnemental. Elle est totalement influencée, elle est également influencée par les stéroïdes folliculaires d'origine de la granuleuse et des TEC. Ces effets, en fait, peuvent s'observer une soixantaine de jours après qu'ils se soient manifestés. C'est dire l'importance, et pour exemple, après le vélage, l'importance d'éviter à la vache de subir une balance énergétique négative, par exemple, si 2 mois plus tard on veut lui permettre d'avoir une fertilité optimale. D'ailleurs, de nombreuses recherches sont consacrées à l'identification de marqueurs de cette compétence. Et ces marqueurs permettraient de mieux identifier les ovocytes susceptibles d'assurer, et pour exemple in vitro, le développement jusqu'au stade de blastocyste. Donc voilà pour ces rappels assez spécifiques concernant tout à la fois la folliculogenèse et l'ovogenèse. Il est temps maintenant de dire quelques mots quand même sur l'aspect régulation hormonale de ces deux processus. Alors, à la fois l'ovogenèse et la folliculogenèse dépendent de cette régulation hormonale. Et la première phase, je dirais, de la folliculogenèse est dite gonadotrope indépendante. Et donc, elle concerne le follicule préantral dont le développement est contrôlé par des facteurs de croissance. Donc il n'y a
gonadotrope indépendante, puisque non dépendante tout à la fois de la FSH et de la LH. Et alors à cette première phase gonadotrope indépendante, va succéder une phase de croissance dite gonadotrope dépendante, et dépendante essentiellement de la FSH. Et cette croissance va concerner essentiellement les follicules, je dirais, secondaires, mais surtout tertiaires. Alors au stade de la déviation, c'est-à-dire au moment où le follicule dominant domine réellement les autres follicules recrutés, donc au stade où ce follicule atteint un diamètre de 9 à 10 mm, eh bien on va observer que la LH va prendre le relais pour assurer la croissance de ce follicule. Et donc on entre dans la phase dite gonadotrope dépendante, et dépendante en l'occurrence ici de la LH. Et cette LH va aussi avoir pour effet d'augmenter la concentration intrafolliculaire en œstradiol. Et cette concentration augmente. Cette augmentation de la concentration en œstradiol du follicule va avoir pour effet de stimuler la synthèse par l'utérus de la PGF2-alpha. Et cette PGF2-alpha va bien entendu être responsable de la lutéolyse. Il en résulte donc une diminution, bien entendu, de la concentration plasmatique de la progestérone. Et cette diminution de la progestérone va avoir pour effet d'augmenter, bien entendu, la pulsatilité de la LH. Cette pulsatilité de la LH a pour effet de renforcer la synthèse d'œstradiol par le follicule en croissance. Et donc, cette concentration de l'œstradiol augmente tout à la fois dans le follicule, mais également dans le plasma. Et cette augmentation de la concentration est liée également à la poursuite du développement folliculaire. Et ce follicule, à ce stade, le diamètre du follicule augmente d'à peu près un demi de 0,5 mm toutes les 8 heures. Et cette concentration plasmatique de l'œstradiol est maximale 3 à 5 heures après le début de l'œstrus. Elle va être responsable, cette augmentation de la concentration de l'œstradiol, de la libération cyclique de la LH. Et bien entendu, cette augmentation de la LH aura des effets extrêmement importants pour la suite des événements. Et en fait, cette LH va avoir essentiellement trois effets. Trois effets. Première chose, c'est qu'elle va augmenter l'apparition d'une augmentation de la synthèse de la progestérone au sein du follicule. C'est une phase préparatoire, bien entendu, au développement du corps jaune une fois l'ovulation réalisée. Cette synthèse s'accompagne également d'une diminution de la concentration en œstradiol, et ça va induire également une activation du métabolome du follicule. Et donc on constate une augmentation de la concentration en acide aminé et en acide citrique, par exemple, de ce follicule. Un deuxième effet, c'est que elle assure, cette LH, une reprise de la méiose, événement important s'il en est, et donc on observe effectivement ce dont on avait déjà parlé, c'est-à-dire l'expulsion du premier globule polaire. Et donc ça fait partie bien sûr de l'acquisition d'une compétence optimale par l'ovocyte. Et troisième bien entendu effet de cette LH, elle va induire l'ovulation. La période de développement du follicule préovulatoire observée après l'apparition de la lutéolyse est essentielle pour la capacité de l'ovocyte à assurer après l'ovulation et la fécondation un développement optimal des premiers stades de l'embryon. Elle explique par exemple pourquoi le pourcentage d'ovocytes fécondés in vitro qui se développe en blastocystes est compris entre 14 et 70%, alors que celui d'ovocytes fécondés in vivo est compris entre 43 et 93%. Diverses publications démontrent également qu'un traitement de superovulation ou un protocole de synchronisation des ovulations de type OFSINCH
contribue à réduire cette synthèse d'œstradiol intrafolliculaire et contribue à modifier, si vous voulez, le diamètre du ou des follicules en croissance. Il en résulterait une réduction de la synthèse d'ATP, molécule largement impliquée dans l'activité métabolique de l'ovocyte, mais sans doute également des cellules de la granuleuse qui l'entourent. Voilà pour ces rappels. Peut-être ça permet de mieux contextualiser les raisons d'être d'un manque ou d'une diminution effectivement de la fertilité constatée. Bien, j'espère que cette séquence, ces petits rappels vous auront plu. Et je vous donne rendez-vous, bien entendu, pour d'autres aventures. À bientôt, portez-vous bien.